On va entrer dans le vif du sujet avec une première table ronde, prendre le virage de la facture électronique qui est évidemment un cap décisif pour les cabinets d'expertise comptable. Et on va parler de ce sujet avec nos deux experts. Cyril Sautreau qui est entrepreneur, président de la FNFE, président de la commission AFNOR, facture électronique à l'AFNOR, et Jel Levy, expert comptable associé du cabinet Trevis Advisory et référent de la facturation électronique. On va essayer de parler durant cette table ronde, de revenir sur la transformation induite par la facture électronique pour les cabinets d'expertise comptable. Et on va commencer par vous, Cyril. D'abord, pouvez-vous nous expliquer la vue globale sur les changements que la facture électronique va imposer à la fois aux cabinets d'expertise comptable et à leurs clients? Alors, je vais commencer par dire que ça va leur apporter plutôt que leur imposer des choses. J'aimerais juste qu'on reprenne un petit temps en arrière ou un petit temps de la vie quotidienne pour un patron d'entreprise et pour son expert comptable au sujet de la facturation et déjà au sujet de l'échange des factures. Aujourd'hui, pour recevoir ces factures, il faut souvent aller sur des sites divers et variés. On achète de plus en plus en ligne et finalement, on ne sait plus trop où on a acheté et le jour où il faut les factures, il faut savoir où est-ce qu'on les trouve. Souvent, elles nous sont envoyées par email, mais on a des anti-spams qui les tuent. Et puis quand on doit déposer des factures, ça devient aussi de plus en plus compliqué parce que nos acheteurs qui veulent automatiser nous disent qu'il faut venir sur mon site pour les déposer, il faut des logins, mots de passe, des parcours clients qui sont tous différents. Et donc je ne sais pas si c'est 2 heures par semaine pour déposer des factures, mais en tous les cas c'est beaucoup de temps et beaucoup de complexité. Et puis il y a un événement important que vous connaissez bien, c'est à la fin du mois, où sont mes pièces comptables? Et là on va à la pêche et c'est encore plus compliqué qu'avant. Donc c'est la boîte à chaussures semi-électronique avec une recherche mode chasse au trésor. C'est même plus compliqué que la vieille boîte à chaussures où tout était dedans. Exactement. En plus, tout était dedans, on finit par la mettre dans quelque chose, mais par contre, il faut aller chercher les données et les informations et les factures. Qu'est-ce que va faire la réforme, sachant qu'elle a 2 volets? Alors ça, c'est le volet positif, c'est le côté, c'est le bon côté de la force, on va dire. Eh bien, ça veut dire qu'on va demander aux entreprises de choisir une adresse électronique ou plusieurs qui va être en plus normalisée. Ce sera son numéro de sirène principalement. Elle va le mettre dans un annuaire public. Donc tout le monde connaîtra l'adresse à laquelle on veut envoyer les factures. Et quand je suis de l'autre côté, il suffira d'écrire l'adresse dans sa facture. Oublions les aspects techniques pour savoir où on la pose, parce que du point de vue de l'utilisateur, c'est il met son adresse là où son logiciel lui dira c'est là qu'on met l'adresse. Et à ce moment-là, la facture va être échangée entre l'émetteur et le destinataire de façon automatique, sécurisée. On sait quand elle est passée, on sait si elle a été refusée, on sait à quelle date elle est passée. Donc on a des dates certaines, alors qu'aujourd'hui, il arrive que des acheteurs disent « j'ai pas reçu votre facture », alors qu'elle traîne soit dans ses anti-spam, soit dans le fond de sa boîte mail et il ne veut pas la regarder. Là, ça sera moins facile, puisqu'on saura ce qui s'est passé. Et puis de même, quand on a un vendeur qui met 3 semaines pour faire sa facture, il ne faut pas qu'il s'étonne complètement d'être payé un peu plus tard qu'à la fin du mois, parce qu'effectivement, ça se voit, vous l'avez envoyé trop tard. Donc c'est ça un des apports fondamentaux de cette réforme. Le deuxième, c'est bien sûr que ces factures, comme elles vont être normalisées, elles vont avoir des données qui vont nourrir les systèmes de façon automatisée. Donc une partie effectivement du travail courant des experts comptables va changer. On ne va pas essayer d'acquérir de la donnée, on va essayer d'utiliser de la donnée. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'utiliser la donnée pour apporter de la valeur à ses clients, de la valeur en pilotage, de la valeur en connaissance de son activité. Moi, je connais aussi pas mal d'entrepreneurs qui des fois découvrent à un moment donné que tiens, j'en serais là, mais dans ma tête, j'avais vendu plus de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de facturer. Enfin bon. Et ça, vaut mieux le découvrir au fil de l'eau qu'au mois de décembre, quand l'année est finie. C'est quand même mieux. Voilà. Donc tout ça, c'est de la valeur pour les entreprises. Donc effectivement, voilà ce que ça va apporter. Alors la contrainte, ou c'est pas la contrainte, ou la conséquence, la première, c'est qu'il y a des réglementations fiscales qu'on doit respecter depuis très longtemps, des fois qu'on respecte avec un élastique, et là l'élastique va se resserrer. Donc effectivement, il va falloir de temps en temps apprendre effectivement qu'on ne se comportait pas complètement correctement du point de vue de la facture et de la facturation et de la fiscalité, et donc resserrer un peu les rangs. Alors resserrer les rangs, c'est aussi pas si mal, parce qu'on fait tout ça pour faire du contrôle continu. Et ça veut dire quoi le contrôle continu? C'est que l'administration fiscale sera en capacité d'abord de faire du pré-remplissage. Bon, ça marchera plus ou moins, mais ça permettra effectivement de préparer, on va dire, la déclaration de TVA. Ne pas confondre pré-remplissage et déclaration d'ailleurs. Un pré-remplissage, c'est que du pré-remplissage. La déclaration reste la même de la même façon. Mais ça permettra de voir en temps réel quels sont les écarts entre la vision de l'administration et la vision comptable normale de l'entreprise, de façon à réagir beaucoup plus vite, parce que c'est quand même mieux
quand on voit débarquer un contrôleur qui ne vous explique pas que ça fait 3 ans que vous faites les choses à l'envers parce que l'addition est plus lourde que quand ça fait 2 mois. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même à la fois un petit peu de contraintes, mais surtout beaucoup de bénéfices. Et puis il y a le deuxième aspect qui est le e-reporting, sur lequel on parlera, je pense, à un moment donné, où là, ça peut être vécu comme de la contrainte pure, puisqu'on va demander de faire du e-reporting sur ses ventes internationales pour ceux qu'en font, sur son B2C, il y a quand même un certain nombre de sujets sur le B2C, il y a des cas d'usage qui sont plus ou moins complexes, et ça peut être vécu comme de la contrainte. Et un des objectifs, c'est que ça le soit le moins possible, et comme la source du e-reporting, c'est plutôt le système comptable, si on veut que ce soit assez transparent pour les utilisateurs, il faut que ça parte de là. Et donc là, il y a un rôle important pour ceux qui tiennent la comptabilité de bien prendre conscience, si on veut que ce soit simple. Et l'administration fiscale tient aussi beaucoup à ce que ça reste quelque chose qui est dans le schéma comptable global et qui ne sont pas justement des contraintes additionnelles pour que les gens en basculent. Eh bien effectivement, c'est de là que peut partir la concaténation des ventes et un certain nombre de sujets liés au reporting, et notamment le reporting de paiement. Voilà, donc ça veut dire que finalement, demain, les choses vont se passer de façon beaucoup plus temps réel, puisque tout ça se fait dans une échelle au moins mensuelle, voire à la décade, avec une relation beaucoup plus serrée entre le patron, le gestionnaire d'entreprise, qui lui gère sa boîte, et son comptable qui l'aide à gérer sa boîte finalement, et qui va quelque part l'aider à faire de la gestion financière, à faire de l'optimisation, à faire du pilotage, et pas juste à acquérir de la donnée, ce qui est quand même un élément essentiel aujourd'hui, dont on peut espérer que ça va devenir plus natif. Donc voilà un peu le premier élément de réponse. Et du coup, cette collaboration justement dont vous parlez, elle sera notamment induite par les PDP, ces fameuses plateformes dématérialisées partenaires. Et John, je sais que vous êtes un expert aussi de ces sujets. Je voudrais revenir avec vous sur les panoramas des PDP, leur classification, leur valeur ajoutée et cette collaboration dont nous parle Cyril. Alors si on prend un peu de hauteur, Cyril nous parlait avant tout de stratégie aussi pour les cabinets. Demain, il faut bien comprendre, comme le disait Cyril, qu'on va gagner du temps potentiellement si on fait bien les choses. Et donc il faut anticiper ces sujets dès maintenant si on veut apprécier effectivement cette valeur ajoutée qu'on va pouvoir aussi donner aussi à nos collaborateurs de confort et aussi à nos clients pour récupérer les pièces, fluidifier les échanges et surtout automatiser des actions qui aujourd'hui prennent du temps et qui nous sont aussi source de remarques de nos collaborateurs de pourquoi on fait ça, on aurait pu faire autrement. Et effectivement, ils ont totalement raison. Et donc effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que moi je le vois comme une stratégie en fait long terme qu'on doit dès à présent définir, ce qui va être à la fois sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Court terme parce qu'on a une échéance qui arrive très vite, 2026, septembre, en réception. Pas que, hein, effectivement, et en émission, effectivement, pour les TPE, dans un deuxième temps, en 2027. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière tout ça, lorsque vous allez avoir des clients qui vont commercer avec notamment des pays transfrontaliers européens, on va avoir plus tard une norme, une directive VIDA qui va arriver, qui va remettre une petite couche aussi de complexité et qu'il faudra effectivement veiller à respecter. Si on parle des PDP, maintenant, effectivement, on a à peu près, je crois, 97, je crois, j'ai regardé ça tout à l'heure. Donc ça fait un grand nombre d'acteurs. Tous ne seront pas là d'ici 2-3 ans, et c'est normal, on voit dès à présent des rapprochements. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de définir des grandes familles pour mieux choisir et bâtir une stratégie avec eux. Vous avez des PDP qui sont par nature adaptés à des grands comptes. On ne va pas les citer, ce n'est pas l'objet. Vous en avez d'autres qui vont être adaptés aux ETI et aux PME, et d'autres qui vont être plutôt en phase à ouvrir leur système pour interconnecter en API avec des OD, des opérateurs de dématérialisation non partenaires, pour pouvoir effectivement permettre aux OD existants de pré-compta dans les organisations de pouvoir continuer à échanger et surtout vivre après la réforme. Donc ça, c'est déjà une première couche à avoir en tête. Et ensuite, en deuxième critère de sélection, vous allez avoir des pure players. Moi, c'est ce que j'appelle des pure players qui ne sont pas des logiciels de gestion comptable. Et vous allez avoir de l'autre côté des ERP qui ont également à la fois la partie comptabilité, mais également la partie PDP qui va rentrer comme un module supplémentaire. Donc c'est des stratégies différentes. Certains de mes clients me disent « je ne veux pas mettre mes œufs dans le même panier ». Ils ont sans doute raison. D'autres veulent effectivement des modules intégrés.
Ça sera à vous de vous poser les bonnes questions et de savoir après comment moduler votre stratégie par la suite. Bien évidemment, quand vous êtes totalement intégré chez quelqu'un, on l'a vu dernièrement avec des logiciels l'année dernière, ils peuvent augmenter les prix et vous êtes un peu dépendant d'eux. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez mener votre barque. Assez intéressant ce sujet d'être intégré sur la partie facturation. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez expliqué, c'est que ces PDP-là s'intègrent aussi à la fois en API. Et puis, effectivement, avoir sa liberté, c'est aussi... Enfin, ne pas dépendre financièrement, c'est aussi essayer, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure et tout au long de la journée, c'est d'essayer en tant qu'expert comptable de développer des nouvelles missions qui vont faire que même si la plateforme augmente de 10-20%, moi, ma valeur, elle n'est pas basée sur ça, elle est basée sur les autres missions. Merci beaucoup, John. On va passer du coup... merci pour ce panorama. Et Cyril, comment du coup cette réforme va impacter, même si vous l'avez commencé tout à l'heure à demi-mot, mais concrètement la relation entre l'expert comptable et son client? Déjà concrètement, ça va rapprocher, enfin, il y a un mode de fonctionnement entre le patron d'entreprise et l'expert comptable qui va devenir continu. Donc, je pense que c'est l'élément essentiel. Aujourd'hui, on a des points de rencontre qui sont pour gérer la comptabilité quand c'est nécessaire, donc quand il faut faire des déclarations de TVA, et puis quand il faut faire des arrêtés comptables. Alors, vous voyez bien votre rythme de travail en tant qu'expert comptable. Là, vous allez être dans un rythme qui est beaucoup plus quotidien, a priori, et beaucoup plus de partenariat, on va dire, avec l'expert comptable, entre l'expert comptable et le gestionnaire d'entreprise, et qui a vocation, effectivement, à aider à la gestion opérationnelle. Donc, je pense qu'il y a un shift au niveau de la valeur qui sera portée par l'expert comptable, passant du traitement de données comptables, ou de l'acquisition et du traitement de données comptables, à de la gestion de données comptables et de la gestion financière, finalement. Donc c'est là que vous allez probablement observer une évolution. Je voudrais en profiter pour revenir deux secondes sur les problématiques précédentes. Bien sûr, allez-y. Parce qu'effectivement, il faut que vous soyez conscient que dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, disons que l'écosystème, et en particulier la DGFiP, est extrêmement attentive sur le fait qu'il faut justement permettre d'avoir une concurrence loyale et que les entreprises ne soient pas enfermées dans des solutions propriétaires. Et s'il y a 95 ou 97, on verra jusqu'à quand est-ce qu'on passera les 100 PDP, c'est aussi, il y a beaucoup de normalisation. Et effectivement, la commission AFNOR que je précise y participe particulièrement pour que l'ensemble des cas d'usage et des traitements soient traités de la même façon par l'ensemble des PDP quand elles le traitent. Et pour ce qui est des échanges entre ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire la solution de gestion tant de l'expert comptable que de l'entrepreneur et la PDP se fasse de façon la plus normalisée possible, justement pour éviter d'être enfermé. Enfin, après, on peut choisir d'être enfermé dans des API, ça c'est son choix propre, des API propriétaires, mais en tout cas, il y aura des API standards qui permettront de le faire. Et y compris la portabilité est organisée pour que les entreprises puissent se tromper et changer de PDP sans trop de difficultés. Et sachant qu'à l'émission, changer de PDP, c'est facile, puisqu'on a le robinet d'émission des factures. Donc, on en prend une, on en prend deux, on les met où on veut. En réception, c'est un peu plus subtil, et c'est là que les choses sont aussi organisées, y compris réglementairement. Donc, il ne faut pas être dans le stress de se dire, une fois que j'ai choisi la PDP, j'ai pris ma décision de ma vie. D'abord, c'est bien de le faire assez tôt pour pouvoir tester. Parce que là, en ce moment, on peut démarrer sur des bases volontaires, on va dire. Donc, on fait des trucs simples, puis des trucs compliqués plus tard. Au 1er septembre 2026, il faudra le faire tout de suite. Alors, certes, les TPE seront concernés par la réception, essentiellement. Mais malgré tout, l'horloge tourne relativement vite. Et donc, plus on commence, d'abord, on va chercher les gains, tout de suite, parce qu'il y en a, comme j'ai dit au début. Et en même temps, ça fait un peu moins peur et vaut mieux éviter d'avoir peur d'un truc qui en pratique ne doit pas faire peur, plutôt que de rester dans un fantasme qui est se dire attention, ma vie va changer et je vais mourir bientôt. Vous voyez ? Voilà, donc c'était juste pour compléter cette partie-là, ce qui me paraît importante. Et donc dans votre traitement quotidien, encore une fois, vous avez probablement un changement, enfin même sûrement un changement de type d'activité, mais ça, j'enfonce des portes ouvertes, je pense qu'on en parle depuis assez longtemps, et vous allez passer beaucoup plus, effectivement, de temps sur l'aide à la gestion, et puis on compte beaucoup sur les experts comptables pour aider à déployer cette réforme aussi, hein, parce que les TPE, il est hors de question d'expliquer à 7 millions de TPE, voire, je sais pas, un peu plus, enfin, on va dire 3,5 millions de TPE, parce qu'après, c'est des boîtes sans personne. Mais bon, d'aller essayer de leur expliquer ce qu'est la facture électronique et comment on le fait. Enfin, normalement, ça doit être continu par rapport à leur mode d'activité. La seule chose, c'est qu'ils ont parfois des pratiques qui ne sont pas dans le cadre de la réforme. Donc là, il faut leur rappeler le droit.
Mais il faut juste que ce soit simple pour eux. Ils utilisent déjà un logiciel. Le logiciel est-il capable de faire des factures ou de les recevoir? Essayons d'organiser le fait que dans les PDP qui vont être choisis, l'expert comptable ait accès. Donc si vous avez un point important, c'est de faire attention à ce que les solutions choisies par vos clients aient bien prévu que l'expert comptable veut avoir accès aux factures. Sinon, on va recommencer la boîte à chaussures. Hein. Donc l'objectif, c'est qu'au travers des flux, vous ayez accès aux PDP de vos clients. Alors parfois, c'est des PDP que vous allez leur promouvoir quelque part, et parfois, c'est peut-être d'autres, mais parmi les autres, vous avez le droit de dire, il y a celles qui ont compris, et puis il y a celles qui n'ont pas compris, parce que vous allez continuer à m'envoyer des factures que vous irez chercher sur le portail, vous me l'enverrez par mail, je le paumerai, etc. Donc c'est pas ça la bonne solution. Donc effectivement, il faut juste regarder l'organisation des flux, puis ensuite, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Et ça sera toujours du mieux par rapport à la situation actuelle. C'est assez intéressant justement de voir qu'il y en a beaucoup qui ont peur que ce soit un frein, et en fait, vous l'expliquez très bien tous les deux, c'est plutôt une opportunité. Et tout à l'heure, quand on en parlait tous les trois, vous m'avez dit, Cyril, pour les cabinets d'expertise comptable, c'est de la valeur que ça va apporter. Et ça, c'est vraiment... Oui, puis il y a un enjeu pour vous à ne pas trop louper le coche, parce que vous n'êtes pas tout seul dans le sujet. Il y a un tas d'autres acteurs qui se disent qu'ils peuvent faire un certain nombre de choses à votre place. En tous les cas, ils peuvent s'insérer dans le mouvement entre vous et vos clients pour ce qui est des factures. Et ce qui est clair que ceux qui auront la maîtrise des flux sauront apporter de la valeur de façon plus importante. Dans la valeur, on a aussi le refinancement, on a le paiement, on a un tas de choses comme ça. On a encore une fois des partages avec des tiers parce que la vie devient de plus en plus compliquée. Aujourd'hui, quand on a des circuits de vente, parfois on achète quelque chose à quelqu'un qui en fait est en train de l'acheter à quelqu'un d'autre pour vous le faire livrer directement. Ça, c'est classique. Vous achetez chez Leroy Merlin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous achetez chez Leroy Merlin, lui, au même moment, il achète chez le fournisseur et il demande au fournisseur de vous livrer en direct. Vous ne le voyez pas. Mais ça, on voit que c'est des schémas plus compliqués en termes d'échange. Donc voilà un peu comment la vie va évoluer. Et si vous n'êtes pas au cœur des flux, vous serez en périphérie. Et en périphérie, vous courrez après. Et c'est dommage. Complètement dommage. Et c'est pour ça que du coup, pour parler de cette valeur ajoutée, on va passer à John qui va nous expliquer quelles briques méthodologiques les cabinets doivent mettre en place, non seulement pour bien accompagner les clients, mais aussi de faire de cette transition une opportunité, comme vous l'avez bien expliqué tous les deux. Donc vous l'avez bien compris, et je pense que vous êtes tous en train de vous projeter dans vos métiers respectifs si vous êtes en cabinet. C'est déjà la première chose, c'est de penser à la stratégie que vous allez mener, d'avoir une réflexion globale du métier de demain que vous voulez faire. Les choix que vous allez pouvoir faire, elles sont multiples. Plusieurs cabinets vont prendre plusieurs tournants, peut-être qui vont se détacher de la partie production pour apporter de valeur ailleurs. Cyril vous a parlé effectivement de potentielles missions nouvelles qu'il faudra également diriger auprès de nos clients. Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'une étude auprès effectivement de financeurs pour réaliser effectivement des leviers de trésor pour pouvoir financer leur activité. D'autres vont vous demander d'analyser le flux de données pour pouvoir avoir un pilotage sur mesure de leur activité. Bref, en tout cas, la première brique, c'est de se porter une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire demain ou qu'est-ce qu'on ne veut ne plus faire. Moi, par exemple, au cabinet, j'ai demandé effectivement aux collaborateurs qu'est-ce que vous détestez au quotidien, au cabinet, quand vous échangez ou quand vous traitez une donnée du client. Et effectivement, la saisie, même si on en fait moins, on en fait toujours un peu pour les retardataires. Toujours. Et toujours, malheureusement, malgré le fait qu'on ait automatisé le plus possible au cabinet. Mais effectivement, ce sont des tâches qui sont un peu compliquées. Les autres tâches qui sont effectivement compliquées, c'est de répondre à des questions où le client seul a la vue. Typiquement, c'est savez-vous si j'ai été payé de telle facture que j'ai mise hier ? Bon, le temps que ça redescende dans notre comptabilité, c'est toujours un peu difficile. Demain, peut-être avec la facturation électronique et les accès qu'on aura dans cette plateforme, la donnée, elle sera beaucoup plus consommable, en tout cas plus automatique, plus rapidement. Donc ça, c'est le premier point, c'est déjà de se pencher effectivement sur la stratégie qu'on veut mener au sein du cabinet. Deuxième chose, une des plus importantes, c'est la formation. La formation des équipes, de vos équipes et des clients. N'hésitez pas à proposer, comme on le fait aujourd'hui, des webinaires, des sensibilisations, des tables rondes, en tout cas les convier à capter du savoir. Ça, c'est important parce que vous allez être confronté à des clients qui ne veulent pas faire changer les choses ou qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire changer les choses. Et ils vont demander finalement à leur expert comptable de le faire à leur place.
Et l'expert comptable n'est pas un magicien. Il peut faire beaucoup de choses. Et c'est un professionnel très résilient. Pour autant, il a besoin effectivement de son client pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, la formation, pour moi, c'est dès maintenant qu'il faut le faire si ce n'est pas fait. Et puis ensuite, c'est mettre en place des méthodologies. Alors des méthodologies qui sont finalement issues de la gestion de projet. C'est la partie cadrage de son besoin, bien se connaître finalement, bien connaître son environnement de travail, ses clients, ses fournisseurs, les circuits et les canaux d'acquisition des factures. Ensuite, ça va être par exemple nettoyer les données de nos clients, enfin en tout cas les données du cabinet vis-à-vis de nos clients. J'entends par là les référentiels tiers. J'en connais encore très peu qui ont des numéros SIRET à jour et véritablement à jour, ou encore les numéros de TVA intracom renseignés dans leur bécane et leur facture. Donc attention, aujourd'hui je sais qu'un certain nombre d'acteurs ont commencé à mettre en place des briques de contrôle pour vous alerter et à mettre à jour ces données. En tout cas, ce sont des sujets qu'on peut dès à présent mettre en place. Et par la suite, effectivement, ensuite aller chercher une PDP qui va nous aider à faire le relais avec cette réforme et la mise en conformité de notre circuit. Ce que vous dites justement, en fait, la dernière fois, je rappelais, il y a l'étude France Num qui explique que les entrepreneurs des TPE-PME passent plus de 120 jours, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus de 120 jours par an sur la partie gestion administrative, préparation de factures, recouvrement. Et donc, en fait, effectivement, c'est un véritable enjeu pour les clients et une opportunité, comme vous le disiez tout à l'heure quand on échangeait, c'est une opportunité de business aussi. Il y a aussi un sujet qu'il faut bien avoir en tête. La plupart des cabinets, notamment franciliens, on est sur des cabinets de petite taille, 5-6 collaborateurs, tout au plus, avec un portefeuille qui va du BNC jusqu'à la belle TPE qui fonctionne bien. Pour autant, les points de friction sont souvent les mêmes. C'est « je vous ai déjà passé la pièce dans un mail de telle date, à vous d'aller chercher quand on est expert comptable ». Et effectivement, cette mécanique de récupération automatisée des factures va nous aider déjà à regagner la confiance vis-à-vis de nos clients, qui ont parfois été un peu échaudés par nos échanges de dernière minute sur des notes de frais, par exemple, qu'on n'aurait pas récupérées, ou encore des factures de péage. Donc voilà, donc tout ça va permettre de bonifier notre travail au quotidien et surtout de regagner la confiance qu'on a peut-être perdue vis-à-vis de clients pour des choses qui sont toutes bêtes, à faible valeur ajoutée. Merci John pour ces réponses très instructives. Cyril, du coup, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de la DGFiP, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus en détail dans des implications réglementaires et le rôle accru de l'expert comptable vis-à-vis de la DGFiP, et notamment comment aborder ses clients. On a parlé aussi de ces obligations qui vont arriver à horizon septembre 2026 en réception et 2027 en émission pour les TPE-PME. Alors effectivement, la DGFiP compte a bien compris que, et vous voyez dans les échanges qu'il peut y avoir avec l'ordre, que les experts comptables allaient jouer un rôle important pour le déploiement de cette population de TPE. Alors effectivement, en termes de contraintes réglementaires, finalement, c'est pas très compliqué au début. Puisque je vous rappelle que l'obligation des entreprises, des PME, c'est de se doter d'une adresse électronique, et vous verrez si vous allez un peu plus dans le détail. D'ailleurs, je pense que vous irez un peu plus dans le détail parce qu'il faut un peu s'imprégner des cas d'usage classiques que vos clients vont rencontrer, que parfois il peut être intelligent d'avoir un peu plus qu'une adresse électronique pour bien recevoir ses factures au bon endroit. Mais c'est juste ça. C'est-à-dire, je choisis des adresses électroniques, je les confie effectivement à une PDP, éventuellement à plusieurs, enfin une PDP par adresse si j'en ai plusieurs. Et ça commence que comme ça. J'attends des factures dessus. Donc par rapport à aujourd'hui, je vais chercher mes factures sur plein de portails. J'en rajoute un, qui est celui que j'aurais choisi avec ma PDP. Et normalement, c'est celui où je les recevrai toutes au bout d'un moment. Donc voilà, c'est une transition continue. Et ça, c'est 1er septembre 2026 pour tout le monde. Et ce n'est pas 1er septembre 2026, je commence à y réfléchir, parce qu'en fait, c'est une date au plus tard. Ça, c'est le moment où tout le monde y est. Ce n'est pas le moment où tout le monde s'y met. Ce n'est pas pareil.
Et puis ensuite, les obligations suivantes qui peuvent encore une fois s'anticiper, c'est comment j'émets des factures. Donc là, il faut savoir les fabriquer. Donc il y a des petites choses à travailler. Et puis après, il y a le fameux e-reporting. Et là, je pense que pas grand monde va anticiper le e-reporting. On va essayer de le faire au moment où on l'exige. Donc on a encore 2 ans quand même. C'est quand même, on a du temps de voir ce qu'il est. Et surtout de s'habituer et d'habituer tout le monde à traiter de la facture. Alors ça c'est en gros les obligations réglementaires. Après, il y a des problématiques de format, il y a des problématiques aussi de choix, si vous avez bien suivi, de permettre aux experts comptables finalement de choisir la PDP pour leurs clients parce qu'ils en ont eu la mission. Et ça, c'était un élément important aussi qui va avec ce qu'on appelle la portabilité. Encore une fois, on voulait que collectivement, ce soit simple pour les entreprises d'abord d'avoir une adresse électronique qui est celle de leur vie, enfin de leur vie tant qu'ils ont le même sirène. C'est déjà une grosse vie d'entreprise. Et donc, et puis changer, comme on change maintenant d'opérateur téléphonique sans changer de numéro, on puisse éventuellement changer de solution au cours de sa vie sans avoir à changer ses adresses. Parce que quand on change ses adresses, il faut expliquer à tous ses fournisseurs qu'on a changé d'adresse. Et il y a pendant un moment où les factures n'arrivent pas au bon endroit. D'accord ? Et donc, pour faire tout ça, effectivement, il fallait aussi organiser la façon dont les PDP allaient se passer la main quand elles s'échangeaient, un peu comme, encore une fois, la téléphonie. Quand vous changez d'opérateur, c'est relativement transparent. Au pire, vous êtes coupé pendant une journée, mais les choses se passent très bien. Voilà. L'objectif, c'est que ça marche pareil. Et donc, pour faire ça, effectivement, il y avait une nécessité de matérialiser, finalement, ce qu'on appelait l'accord formel, le fait qu'une entreprise est bien consciente qu'elle est quand même en train de donner une adresse à quelqu'un, ce qui veut dire que ces factures arriveront là. Et si elle le fait sans bien comprendre, les factures vont donc arriver à un endroit où elle ne saura pas que ça existe. Donc c'est quand même embêtant. Et donc ça, c'était un point important. Et puis après, le deuxième, c'était de dire, il y a effectivement un tas d'entrepreneurs pour qui déjà ça, c'est déjà compliqué de comprendre qu'ils fassent des adresses pour recevoir ces factures. C'est compliqué. C'est pas son sujet surtout. Et donc effectivement, les missions parfois des experts comptables, souvent des experts comptables et aussi d'autres types dans certains cas d'usage, ce serait de pouvoir créer ces adresses pour le compte de leurs clients. Et donc finalement de faire un truc encore plus simple qui est de dire vous avez une solution, vous me faites confiance, j'aimerais bien que les factures soient partagées entre vous et moi, j'ai une solution dans laquelle déjà on partage des informations, on va brancher une PDP derrière, vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous. Vous êtes bien d'accord que je le fasse, évidemment. Mais après, voilà, vous avez donc un déploiement qui peut se faire sur la base d'un certain nombre d'experts comptables, qui sont quand même moins nombreux que les clients finaux, et qui va permettre de déployer plus rapidement. Parce que malgré tout, il va falloir déployer 3,5 millions de boîtes entre maintenant et septembre 2026. Donc je ne vous fais pas la division du nombre de jours qui nous restent par 3 millions par la division par le nombre de jours et par le nombre d'experts comptables. Chacun a sa part. D'accord ? Et le chiffre est plus que 10 par jour. Et donc, effectivement, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est d'entraîner tout le monde pour qu'on avance progressivement assez vite. Donc, la DGFiP compte beaucoup sur les experts comptables et l'écosystème aussi. Voilà. Et puis, vous aurez d'autres qui feront pareil parce que vous avez, par exemple, vous savez que de temps en temps, on peut avoir de l'administration de biens, de gestion de biens. Là, c'est pareil, ces gens-là, en général, ils peuvent avoir des clients assujettis, alors qui ne savent même pas qu'il y a des factures. Enfin, c'est à peine. Et tout ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une compta qui sort. Et donc là, c'est pareil. Ces gens-là, ils disent, nous, on va se débrouiller pour faire en sorte que les factures nous parviennent comme aujourd'hui, pour que le client, ça ne change rien pour lui. On traite comme d'habitude tout ce qu'il a à gérer. Vous voyez, donc c'est ça, l'organisation des flux. Et vous devez vous insérer là-dedans, parce qu'encore une fois, si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas, la nature a horreur du vide, il y aura des gens qui seront là pour le faire. Encore une fois. Voilà. Oui, et puis du coup, on se rend bien compte que tous ces changements-là, c'est aussi un changement d'organisation, de manière où on va collecter l'information, en parlant de ces fameuses adresses. Est-ce que l'expert comptable, évidemment, il y a aussi le mandat implicite qui va permettre d'emborder plus facilement les clients. Du coup, ça amène notamment à cette question organisationnelle, John, parce que vous avez l'habitude aussi d'accompagner vos clients. Et on aimerait bien que vous partagiez avec nous des exemples concrets de travaux que vous avez réalisés et les impacts organisationnels en fait liés à cette réforme pour que justement tous les experts comptables ici présents puissent aussi se projeter et le déployer de la bonne manière. Alors moi j'ai un exemple en tête qui est assez surprenant, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que la réforme a été reportée plusieurs fois.
Et donc on a fait face à un client qui nous a alertés parce que le cabinet dans lequel je fais partie a une connotation à la fois expert comptable mais également conseil en système d'information. Et donc on a été approché par un client, on a été approché par un expert comptable qui avait besoin effectivement d'accompagner son client sur la refonte et l'anticipation de la réforme. On était en 2020 ou 2021. Et donc ce client qui faisait de l'EDI fiscal, entre autres, enfin l'EDI au sens là avec ses fournisseurs, avait besoin de fluidifier en fait son cheminement de la donnée vis-à-vis de son fournisseur, en tout cas un tiers, et n'avait pas de ERP à l'époque. Et donc la première brique qu'on a mis en place, c'est mise en place d'un ERP qui permettait de gérer les achats, les ventes et de faire un peu de comptabilité pour que l'expert comptable puisse effectivement s'y retrouver. Et donc ça, c'était effectivement intéressant de voir que les clients sont quand même à l'écoute de notre vision en tant qu'expert comptable et conseil de cet aspect effectivement outil de gestion de données et surtout gestion commerciale et pour anticiper ces sujets. Et donc l'acteur en question, on a travaillé donc progressivement avec lui pour aujourd'hui commencer à déployer des briques techno en vue de la mise en conformité de la réforme de la facturation électronique. Premièrement, ça a été donc mise en place d'un ERP. On n'en a toujours pas fini. Ils sont en train de déployer, là, récemment, on a mis presque 2 ans à mettre en place ce sujet, donc c'est une grosse structure. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la brique OD, PDP, pour pouvoir répondre à cet enjeu. Et derrière, on a déjà commencé à travailler sur des autres chantiers, puisqu'on va aussi leur préparer tout ce qui est reporting autour de la notion de contrôle de gestion. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette réforme, c'est aussi un moyen de vendre d'autres missions pour votre client, pour vos clients, ou d'accompagner des nouveaux clients que vous ne connaissez pas encore, en leur donnant finalement une vision très long terme de toutes les capacités, toutes les compétences que vous pouvez mobiliser pour lui demain. Et en tant qu'expert comptable au cabinet, vous allez voir que vous allez voir des collaborateurs qui ont envie de faire du contrôle de G, qui ont envie de faire de l'assistance administrative, qui ont envie de faire du juridique. Et c'est important de les écouter. Et nous, au cabinet, effectivement, on a écouté nos collaborateurs et effectivement, on a pu détecter chez eux, par exemple, il y a une personne qui adore le contrôle de gestion et donc on a pu, grâce à lui, proposer à notre client effectivement des ressources qui vont permettre de répondre à son besoin d'ici quelques mois. Voilà. Donc c'est important aussi de voir cette réforme comme une opportunité. On peut finalement avoir de nouveaux métiers demain, des métiers qu'on a appris à l'école, qu'on a oublié quand on est en pratique, forcément. Rappelez-vous, on a des UE système d'information, que tout le monde a oublié, mais on en a quand même eu quelques prémices, en tout cas, dans nos UE qu'on a passées. Et aujourd'hui, c'est le moment de remobiliser ces compétences pour pouvoir apporter de la valeur à nos clients. En tout cas, le maître mot, selon moi, c'est la stratégie. C'est la stratégie du cabinet. La réforme n'est qu'un prétexte pour proposer de nouveautés. Du nouveau, du renouveau, et surtout redorer l'image de l'expert comptable vis-à-vis de son client. La relation client est importante et beaucoup de confrères et de consoeurs subissent les clients aujourd'hui. Demain, on va pouvoir aussi les aider et leur montrer qu'on n'est pas qu'une simple boîte aux lettres qui traite la donnée. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, il y a très peu de séries de Netflix qui parlent d'experts comptables, mais parce qu'on n'est pas sexy, parce qu'on croit qu'on est boutonné à lunettes, au détriment des avocats qui, eux, ont une image beaucoup plus, on va dire, noble que nous, et c'est dommage, parce qu'on a un métier qui le mérite, en tout cas. Ouais. C'est assez intéressant, justement, c'est ce parallèle avec les avocats, mais là où je voulais revenir, c'est justement ce fameux système d'information. Moi, quand je parle avec des clients ou même des experts comptables, les confrères, je leur dis que c'est aussi en fait l'occasion de digitaliser tout le système d'information d'une entreprise. Même quand on parle d'une petite TPE, on va peut-être pas parler d'un ERP, mais on va parler d'un logiciel de facturation. Et les chiffres, ils sont assez hallucinants du nombre de TPE qui n'ont pas un système de facturation en dehors du fait qu'il soit à jour, parce que vous avez parlé des sirènes, des TV Intracom, mais combien d'entreprises ne sont même pas outillées pour être justement en règle vis-à-vis de cette réforme dans les prochains mois. Avant de venir vous rencontrer aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une professionnelle TPE qui me dit « Mais John, je suis tout seul en fait pour subir la réforme et aujourd'hui je fais beaucoup de factures au format Word. » Oui.
qui, je le rappelle, n'est pas forcément très... C'est plus de 70% des factures sur le marché des TPE. Aujourd'hui, c'est important de bien comprendre le Non, terrain c'est de pas jeu. Word, c'est Excel. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Les factures électroniques, il me semble que c'est 3% et PDF, c'est 27%. Donc le terrain de jeu est assez impressionnant et je pense que l'expert comptable a tout son intérêt à faire prendre conscience que tout ce monde, en tout cas passé, va devoir changer et seul, à mon avis, l'expert comptable aura enfin seul, je dirais pas seul, on est modeste, on est humble aussi chez les experts comptables, mais on est un des acteurs qui permettrait de pouvoir prêcher la bonne parole et surtout d'accompagner notre client à se mettre en conformité malgré le fait qu'il soit seul dans son entreprise ou seul aux manettes de la partie gestion commerciale. Non, et puis je rajouterais que l'expert comptable connaît le mieux le système d'information comptable et financier. On ne va pas parler du système d'information global. Moi, je parle juste de la partie comptable et financière du client. Il la maîtrise et il sera le plus à même de l'accompagner d'une manière beaucoup plus facile, puisque on connaît plus facilement le nombre de factures combien il a de factures par mois, quels sont les cas d'usage dont il dispose, et donc pour l'aiguiller au-delà de la fameuse PDP avant d'arriver à ça, et c'est pour ça que Cyril le disait tout à l'heure, la marche, elle est quand même assez haute, parce qu'il y a quand même les 3,5 millions d'entreprises. En fait, il y a vraiment elles ont, une grosse marche à franchir avant d'arriver au choix de la PDP en septembre 2026. C'est vrai que l'objectif un peu, c'est de dire, elles vont s'équiper pour recevoir, et ça, c'est pas compliqué normalement. 2, on espère qu'elles vont en comprendre finalement les avantages, parce que recevoir ces factures, les intégrer toutes seules, c'est quand même sympa. D'aller les chercher, et donc du coup normalement si on poursuit, elle va se dire mais pourquoi j'enverrai pas les miennes de la même façon, j'ai pas besoin d'attendre parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Effectivement, il faut que je m'équipe d'une solution. La facture Word et Excel, elle est pas très Facture X ou quoi que ce soit d'ailleurs, donc il faut apprendre à faire des factures. Au passage, ça permettra d'apprendre à faire des factures, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas complètement comment ça se construit. Et la norme européenne, elle est relativement stricte sur la façon dont ça se construit, notamment la façon dont on fait des remises. C'est toujours un truc parfois artistique, la remise. La remise en bas, 20% et vas-y. Non, c'est un peu plus subtil que ça, la facture. Voilà, donc effectivement, il faut apprendre à faire des factures. C'est la complexité première. Après, ça marche tout seul. Et vous allez avoir des statuts qui vont revenir, qui seront dans les solutions et qui permettront de savoir où on en est. Là encore, on consomme de la valeur, en fait, quand on fait ça. Et donc, l'objectif, c'est que les entreprises prennent conscience assez vite de la valeur que ça fait, et donc il n'y a pas de difficulté à essayer d'y basculer rapidement. Malgré tout, 3,5 millions, c'est quand même beaucoup. Et puis surtout qu'une facture Word ou Excel, il peut y avoir des erreurs. Word, c'est-à-dire, Excel, je pense que les calculs se font quasi automatiquement, les bugs mais du Word... Ouais. Les bugs existent dans Excel, et surtout, c'est que dans ce schéma d'échange de factures, comme il y a des contrôles de conformité, quand une facture n'est pas conforme, y compris dans ses calculs, parce qu'il y a des règles de calcul, eh bien la PDP ou l'OD qui sera avant dira on ne peut pas aller plus loin parce que votre facture n'est pas conforme. D'abord, il manque des mentions obligatoires. Alors, on ne les vérifie pas toutes, mais presque toutes quand même. Et donc, je vous rappelle qu'une facture qui n'a pas ces mentions obligatoires, c'est 15 € par mention. Donc, quand on oublie une sur toutes ces factures, on s'expose à quelque chose. Voilà, c'est tout. Là, on s'exposera moins, puisqu'effectivement, ces factures ne partiront pas s'il manque quelque chose. Et au passage, les outils logiciels qui fabriquent les factures sont aussi en train de s'upgrader, parce que pour en avoir vu un certain nombre, il a fallu leur expliquer à eux aussi comment faire une facture conforme. Mais justement, ça, c'est du plus pour tout le monde. Et le plus pour tout le monde, il est aussi sur le niveau de sécurité. Vous savez que pour être PDP, il faut être ISO 27001. Oui. Alors sur les 80 SecNumCloud, quand on n'héberge pas soi-même, je pense qu'avant la réforme, des opérateurs de factures qui étaient ISO 27001, il n'y en avait pas beaucoup, pour ne pas dire presque pas. Aujourd'hui, ils le sont tous. Donc tout le monde a passé une étape de sécurité à se dire, on a de la donnée comptable, de la donnée fiscale, on fait un peu attention, les gens qui ont accès, c'est pas n'importe qui, on fait attention à ne pas les divulguer à n'importe qui, on les héberge de bons endroits, etc. Donc tout ça, c'est de la valeur aussi et de la montée en compétences collective. Donc il n'y a pas que les entrepreneurs, il y a aussi les éditeurs de logiciels qui aussi dans leurs fonctionnalités sont en train de monter à grande vitesse parce qu'on voit bien qu'il y a de la valeur en plus et qu'il y a du besoin qui va être en plus commun pour l'ensemble des entreprises. Donc on a une opportunité commune aussi à se dire, on a plein de cas, de sujets qui nous paraissent spécifiques,
Et c'est aussi l'occasion, parce que si on ne le fait pas là, on ne le fera pas, hein, de se dire, essayons de remettre un peu d'ordre là-dedans. On fait des trucs tordus, si on peut les détordre à cette occasion, c'est pas mal. La gestion des frais, tout le monde le fait un peu comme il le sent. Essayons de le faire un peu tous comme de la même façon, ce sera mieux pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont à le gérer pour 15 boîtes qui font des trucs différents et où on a tous les niveaux de gris ou d'orange ou je ne sais quelle couleur de l'arc-en-ciel. Voilà, tout ça, c'est un enjeu qui va avec. Alors, il ne faut pas se faire peur, on a des choses à faire, on a le temps de les faire, et de toute façon, on va toujours vers du mieux. Donc moi, je suis toujours dans un discours qui déstresse. Hein. Les solutions techniques, elles existent, les problèmes, ils vont se résoudre. Au début, on veut juste que les factures circulent de façon électronique avec des données, et ça va aller de façon progressive. Et puis quand les problèmes arriveront, on va les gérer collectivement, et on y travaille tous. Et c'est le moment de le faire ensemble. Je vous rappelle que la facture électronique, ça existe depuis 30 ans. Bien 30 ans, 35 même, et qu'on en est encore à 20% de factures électroniques automatisables, 20 ou 25% de PDF par mail qui se perdent, et le reste en papier, et le reste perdu sur Internet, et on ne sait pas où. Voilà, c'est ça la solution d'aujourd'hui. Et qu'en 2-3 ans, on va passer à quelque chose où toutes les factures seront électroniques avec des données. Donc c'est quand même un enjeu particulier. Et puis ça sera super, au final, comme vous l'avez dit, ça va permettre en fait d'améliorer aussi le quotidien à la fois des cabinets et des TPE, PME. John, vous vouliez encore ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire qu'il faut prendre conscience qu'il est temps d'agir pour les experts comptables. Oui, il est temps d'agir pour les experts comptables. Merci à vous deux pour ce mot de la fin. Il est temps d'agir et surtout que c'est une opportunité, cette facture électronique. Comme l'a rappelé Cyril Sautreau, elle existe depuis 35 ans. Donc en France, on est largement en retard par rapport à d'autres pays. Et il est temps que tout le monde s'augmente en mettant en place, en prenant cette facture comme une opportunité à la fois pour les cabinets et pour les TPE-PME. Merci beaucoup, on les applaudit. Merci à vous deux. Donc là, on va passer bientôt à notre petit moment d'échange avec Cyril. J'ai vu que j'ai obtenu quelques questions sur la tablette d'un spectateur anonyme. Alors Cyril, quelle place accordez-vous au cabinet de conseil en gestion face à cette évolution PDP? Au cabinet de conseil, c'est ça? D'une façon générale. Alors, oui, on peut même dire oui, cabinet de façon générale, quoi. Oui, les cabinets de conseil, on ne parle plus des experts comptables, on parle des consultants, c'est ça qu'il faut que je comprenne? Il a écrit cabinet de conseil en gestion, oui. Oui, c'est ça. Eh bien effectivement, probablement pour des entreprises un peu plus massives qu'une TPE, on va dire, les cabinets de conseil peuvent aider à passer à la réforme, parce qu'effectivement, il faut quand même faire en général un inventaire. Enfin, je ne parle plus de TPE là, hein. Je vais parler des entreprises un peu plus grosses. Faire un inventaire des usages et des pratiques, ce qu'on appelle une analyse des écarts, pour voir entre la façon dont on traite les choses aujourd'hui et la façon dont elles vont se projeter dans la réforme. Il y a souvent, quand on met en place un projet de facturation électronique, et ça c'est de tout temps, eh bien on en profite pour changer des choses dans le système d'information. Vous avez vu qu'il y a quand même du cycle de vie, donc il y a des informations qui peuvent être soit utilisées, et c'est dommage de ne pas les utiliser, soit parfois produire. Par exemple, quand on veut refuser une facture parce qu'elle n'est pas pour vous, faut savoir la refuser. Quand on veut aider son fournisseur pour lui dire qu'on a payé une facture parce que lui va devoir la lettrer rapidement et que c'est sympa de l'aider un peu, enfin, on aime bien être aidé quand on est en position de fournisseur. Là aussi, il faut savoir donc renvoyer de l'information. Donc en général, puisqu'on est un peu chez Regat by Conto, ceux qui font le paiement sont assez bien placés pour renvoyer les statuts de paiement qui vont bien de l'autre côté. Voilà. Et puis après, vous avez encore une fois des cas d'usage qui peuvent être spécifiques. Si par exemple vous avez beaucoup de collaborateurs qui ont des frais de transport, de voyage, la gestion des frais peut être un sujet. Et la gestion des frais, vous savez qu'avec la réforme, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des factures électroniques, là où aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Enfin, il y a des factures déjà, là où aujourd'hui, il n'y en a pas toujours. Et puis après, elles seront électroniques. Et donc, comment je fais avec mes collaborateurs qui se déplacent partout dans le monde, potentiellement, et à qui, tant qu'ils se déplacent en France, il faudra qu'ils expliquent à l'hôtel où ils sont que la facture doit être électronique, adressée à leur entreprise, et pas à eux-mêmes.
même si c'est encore possible, mais enfin tout est fait pour qu'à terme on oblige les factures électroniques. Je rappelle que dans VIDA, il est possible que les États soumettent la déductibilité de TVA à l'existence d'une facture électronique entre assujettis. Oui. La France n'a pas encore opté pour cette possibilité, mais elle pourrait le faire. Et donc ça veut dire pas de facture électronique entre assujettis, plus de déductibilité de TVA. Donc il vaut mieux essayer de se préparer à avoir des factures. Ouais, c'est un exemple. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on arrive à... J'ai une autre question qui était aussi en lien avec les notes de frais. Comment faire avec les clients restaurateurs qui ont actuellement des caisses, qui émettent des notes et pas des factures? Et je vais rajouter, en fait, c'est plutôt une question de e-reporting dont ces caisses ne sont pas conformes aussi. Alors après, on a des problèmes de conformité de caisse, mais enfin, de conformité de caisse... En tout cas, ce qui est demandé aux entreprises, aux restaurateurs, c'est quand il fait des ventes B2C, je vais être assez précis, quand il fait des ventes B2C, il doit remonter le cumul quotidien des ventes par catégorie. Donc quand il est restaurateur, éventuellement, il fait du bien et du service. Donc il faut qu'il sache séparer les deux. Il fait rarement de la vente de biens de seconde main. Parce que, bon, en restauration, c'est étrange. Voilà. Normalement, non. Exactement. Et puis, quand il vend à une entreprise, il doit faire une facture. Et donc, la façon de faire une facture, c'est qu'effectivement, alors déjà pour remonter ces infos sur s'il a un logiciel de caisse qui n'est pas conforme, qui ne remonte pas les informations attendues, Reporting plutôt. Il va falloir qu'il les trouve quand même et qu'il les remonte. Et puis, ça veut dire qu'il va les ressaisir ou qu'il va corriger des choses. Donc, il n'y a rien de non conforme, il y a juste plus de boulot manuel. Et puis ensuite, effectivement, quand le collaborateur dit « mais moi je veux une facture », alors normalement il faut faire une facture, donc il va donner son numéro de sirène et puis l'adresse électronique qui sera peut-être le numéro de sirène ou qui sera peut-être sirène les frais de collaborateur parce qu'on a envie de les recevoir dans un endroit dédié. Et là, il faut que le restaurateur fasse une facture assez vite, comme aujourd'hui. Il a le droit de faire une facture qui va... Alors je vais juste faire un tout petit truc technique dans lequel il va dire c'est une facture dont la TVA a déjà été déclarée en collecte en e-reporting, justement pour ne pas avoir, en plus dans son logiciel qui est moyennement conforme, à dire attention, à chaque fois qu'on me demande une facture, il faut que je repère la vente, que je l'enlève je la soustrais de ma déclaration de e-reporting parce que là, vraiment, il va trouver ça fatigant. Donc, il fait son e-reporting parce qu'il est essentiellement B2C. Et quand on lui demande une facture, il fait la facture qui est demandée, mais avec un cadre de facturation 7 qui va dire « j'ai déjà collecté la TVA par le e-reporting, donc l'administration fiscale ne lui précomptera pas la TVA de cette facture, mais elle la déduira pour l'acheteur. » Et c'est ce que l'acheteur veut quand il veut une facture, dans le pré-remplissage. Et donc l'acheteur recevra une facture, il pourra déduire sa TVA et les choses se passeront de façon assez simple. Par contre, il faut qu'il ait quand même un outil pour fabriquer des factures normales. Aujourd'hui, il est fait sur du papier, souvent. Là, il va falloir qu'il la fasse dans un outil de facturation électronique. Après, il y a aussi des solutions qui pointent leur nez pour la gestion des frais, qui permettent au travers d'applications, par exemple, quand on est dans ce cas-là, de pousser le ticket de caisse vers une application. Et l'application va elle-même, finalement, connecter l'entreprise, enfin permettre à l'entreprise de dire « Ok, c'est des frais, je veux bien les prendre en charge ». Et c'est l'application qui créera la facture électronique à partir du ticket. Donc il y a des solutions déjà qui vont exister et qui permettront de gérer ces problématiques de façon assez simple pour les utilisateurs, y compris, donc un peu déconnecté finalement de logiciel de caisse. Donc là encore, vous voyez, on peut trouver des solutions qui répondent aux besoins. Il y en a quelques-unes qui se mettent en place et toutes celles qui aujourd'hui vous permettent de photographier vos tickets pour les mettre dans une application, pour les pousser à votre expert comptable ou à votre patron d'entreprise, vont fatalement trouver des solutions qui s'adaptent à la facture électronique. Et comme elles sont nombreuses et qu'il y a de la concurrence, je ne suis pas trop inquiet. Alors, une dernière question. Pour les auto-entrepreneurs et les petits entrepreneurs, comment les approcher vu le coût du projet? Alors, vu le coût du projet, je ne sais pas, les auto-entrepreneurs, en fait, ils vont avoir deux obligations. La première, c'est qu'ils sont dans la réforme, donc il faut qu'ils émettent des factures électroniques. Donc le premier enjeu pour eux, aussi ils reçoivent des factures électroniques, donc c'est pareil, il va falloir qu'ils choisissent une solution. Mais vu de chez eux, ils vont choisir une solution, les factures arrivent sur cette solution et puis ils vont les prendre de là. Donc la vraie question, c'est elle coûte combien cette solution? Et donc vous avez vu qu'il y a des offres gratuites qui commencent à poindre leur nez, juste pour faire ça,
pour dire je choisis avec ma banque une solution ou je choisis à l'offre des experts comptables qui a une offre freemium comme beaucoup d'autres et qui permet de recevoir des factures à un endroit donné et puis on les traite normalement. Donc c'est pas des coûts et c'est pas de la complexité. Au pire, l'auto-entrepreneur il fera comme avant, de toute façon il n'a pas de comptable donc il paiera sa facture et puis il la mettra dans un coin. Après, pour les mettre, effectivement, il faut qu'il ait une solution pour les fabriquer. Donc là, il faut qu'il trouve des solutions. Ça va dépendre des auto-entrepreneurs. Tous ceux qui sont en freelance, qui sont parfois des auto-entrepreneurs, en général, ils font appel à des plateformes déjà, qui leur permettent de trouver du boulot, en fait, en réalité. Ces plateformes, la plupart, font déjà des factures. Aujourd'hui en PDF, demain en facture X ou je ne sais quoi. Et donc ça sera intégré. Enfin, je veux dire, les solutions, encore une fois, existent. Et si on veut même parler de prix, pour avoir une solution qui vous permet de faire quelques factures par mois, parce que ces gens-là, ils font pas beaucoup plus, à moins ceux qui font de la vente de biens éventuellement, et encore, ils passent par des places de marché souvent, qui vont les aider à vendre et qui vont faire des factures pour eux. Eh bien, on va parler de quelques euros, rarement plus de 10 ou 20 par mois, ce qui est quand même... Enfin, ils ont un téléphone, ils paient plus cher que ça. Hein. Enfin, je veux dire, faut ramener les choses à leur valeur. Hein. C'est-à-dire que ça permet de faire des factures, de savoir qu'on est bien payé, etc. Et ça coûte peut-être 10 à 20 euros par mois pour son traitement de facture, là où avant, il fallait passer des heures carrées. Voilà, donc c'est ça qu'il faut regarder. Et on est capable d'affecter des sommes un peu plus importantes pour être équipé d'un téléphone, pour être équipé d'un ordinateur, d'un accès Internet, etc. Voilà, d'une banque, enfin... et d'un expert comptable.